Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, on consacre un nouvel épisode au bien-être, à la notion de contrôlabilité de l'environnement. En effet, le contrôle de l'environnement et la prévisibilité sont des notions clés dans le bien-être. On pense par exemple à ces travaux qui ont été faits sur des brebis et qui ont montré que lorsqu'on soumettait des brebis à un événement désagréable mais prévisible, elles étaient moins stressées que si l'événement était imprévisible. D'ailleurs, je pense que Margot va nous en parler un peu plus précisément dans la suite de cet épisode. En tout cas, il a été montré que les humains évaluent les événements selon des critères, des checks, qui sont par exemple la soudaineté, la familiarité, la prévisibilité, la valence positive ou négative de l'événement, la correspondance de cet événement avec les attentes, sa contrôlabilité et enfin les normes sociales. On peut légitimement donc se demander si les animaux évaluent les événements selon les mêmes critères. Et pour discuter de tout ça, on a fait venir une nouvelle invitée, Margot Fortin, qui est docteure en éthologie et aussi éducatrice comportementaliste canine. Margot, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour Laure, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant de commencer ? Ok, donc mon parcours, j'ai commencé en fac de bio et puis très rapidement, je me suis intéressée au comportement animal. Donc pour ça, j'ai changé d'université, j'ai été à Rennes puis à Paris pour pouvoir donc étudier plus particulièrement l'éthologie. Donc à travers mes stages, je me suis intéressée à différentes espèces, différentes thématiques. Par exemple, j'ai étudié le comportement d'apprentissage, le stress chez le cheval. Je me suis aussi intéressée aux canaris. Et puis, j'ai fait ma thèse pendant 3 ans. Donc après mon master, j'ai entamé une thèse. Donc je suis venue à Poitiers pour ça. Et cette thèse consistait à étudier le comportement sexuel des cloportes. Vaste sujet. Et donc ensuite, tu t'es tournée vers les chiens, une fois ta thèse soutenue et ton titre de docteur obtenu. Exactement, je suis restée quand même 1 an pour continuer mes travaux et puis pour enseigner à l'université. Et ensuite, je me suis vraiment intéressée à la relation animal et humain, et donc plus particulièrement aux chiens et la relation qu'ils peuvent avoir avec les humains. Et donc à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais concrètement comme métier ? Donc actuellement, j'ai plusieurs activités. Je fais de la formation, donc je fais partie d'une équipe de formatrices pour la formation qui s'appelle EPIC. C'est une formation canadienne qui consiste à former des futurs éducateurs et éducatrices canins et canines. J'interviens également pour des associations ou pour des collectivités comme par exemple la mairie de Poitiers pour faire de la vulgarisation en comportement canin. Donc on fait des conférences qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont gratuites pour tout le monde, et des ateliers pour les propriétaires de chiens qui veulent en savoir davantage sur le comportement de leur animal. Je fais également de la médiation par l'animal, donc je travaille avec des professionnels du monde de la santé notamment. J'interviens dans des lieux de vie, j'interviens avec des psychologues, etc. pour aider des enfants et des adolescents qui ont des difficultés. Et l'animal intervient un petit peu comme médiateur pour nous aider à atteindre des objectifs thérapeutiques, par exemple. Et la majorité de mon temps, j'accompagne des humains qui ont des problématiques avec leur animal en tant qu'éducatrice ou comportementaliste canin. Et donc, dans tes activités de formation, je sais que récemment, tu as fait une présentation sur la notion de contrôlabilité de l'environnement et de prévisibilité. Et alors, la première question que j'ai envie de te poser pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important, en particulier dans le sujet qui nous intéresse et qui t'intéresse pour les chiens, pourquoi c'est important d'avoir du contrôle de son environnement ? Okay. Donc avoir du contrôle, ça fait partie intégrante du bien-être, et donc quand on s'intéresse à augmenter le bien-être d'un animal, on va vraiment s'intéresser à cette notion de contrôle et de prédictibilité. Ces deux notions qui sont assez liées l'une à l'autre. La plupart des études d'ailleurs s'intéressent vraiment aux deux notions en même temps. C'est difficile de les séparer. La prédictibilité, ça va se baser sur la capacité que peut avoir un animal à prévoir ce qui va lui arriver, que ce soit des choses agréables ou non. Et ça va permettre à l'animal, s'il a notamment du contrôle, de s'adapter à quelque chose de stressant, par exemple. Comme par exemple, ça va être la rencontre avec un congénère. Si l'animal est en liberté, il va pouvoir utiliser une stratégie de fuite ou d'éloignement. Parfois, à l'inverse, les animaux ont de la prédictibilité mais pas de contrôle. Ça peut être par exemple l'animal qui va attendre dans la salle d'attente du vétérinaire et qui a eu plusieurs expériences négatives chez ce vétérinaire. Eh bien, il sait exactement qu'il va y avoir a priori quelque chose de négatif, mais il n'a pas de contrôle, il ne peut pas s'échapper. Donc là, on va avoir d'autres comportements qui vont émerger. Donc soit l'animal va complètement s'inhiber et se laisser manipuler, par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il est dans un état de bien-être, soit au contraire, il va vraiment essayer de se battre, il va utiliser une autre stratégie pour mettre fin à cette situation désagréable.
Ok, donc là, tu nous as parlé d'animaux dans la vie domestique, mais comment ça se passe en milieu naturel pour les animaux? Parce qu'il y a aussi des choses stressantes qui se passent dans la vraie vie, entre guillemets. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'imprédictibilité environnementale. Et dans ce cas-là, effectivement, on va avoir des événements comme, on peut imaginer un phacochère qui se fait courser par un lion. Ça va être quelque chose de stressant, d'imprévisible. C'est assez aigu, donc il risque sa vie à ce moment-là. Il va devoir mettre en place des comportements et utiliser des ressources de façon assez exceptionnelle pour fuir. Ça va lui demander beaucoup d'énergie et ça va perturber son quotidien pendant quelques heures, voire quelques jours, avec des hormones de stress qui pourront rester assez hautes pendant ce moment-là. Et puis ça va aussi diminuer par exemple ses comportements de reproduction, etc. Mais il pense à survivre et pas forcément à se reproduire à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Mais cet animal, il va pouvoir donc utiliser des comportements adaptatifs, donc la fuite ici, et il va donc pouvoir contrôler ce qui lui arrive. Donc l'événement est certes complètement imprédictible, mais il a du contrôle dessus, il peut en tout cas essayer de fuir. Ce qui va lui permettre, à un moment, de retomber sur ses pattes, entre guillemets, et de reprendre le cours de sa vie normale. Et dans la nature, par exemple, tu parlais de ressources tout à l'heure, la ressource alimentaire, elle est a priori relativement accessible. En tout cas, l'animal peut choisir de la chercher ou d'aller manger quand il le souhaite. L'animal domestique, c'est pas son cas a priori. En tout cas, on exerce beaucoup de contrôle sur l'aliment de nos animaux domestiques. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur de stress et potentiellement de mal-être ? Effectivement, ça peut, notamment avec nos chiens et puis nos chats. Alors les chiens, c'est vrai qu'ils sont vraiment soumis à plein de contrôles de notre part. Par exemple, quand on a des rats domestiques, par exemple, qui vivent dans une grande volière en groupe social, avec de la nourriture, avec des moments de jeu, ils peuvent faire leurs besoins quand ils veulent. Eh bien, ça c'est complètement opposé à une vie de chien qui peut pas faire ses besoins quand il veut pour la plupart des animaux, qui peuvent pas avoir accès à l'extérieur, qui ont de la nourriture que à certains moments. Qui sont sortis qu'à certains moments, etc. Donc effectivement, la nourriture, ça peut être un point sensible. Donc il y a des moyens qui existent pour diminuer ce stress de la nourriture. Donc ça peut être par exemple de laisser la nourriture en libre service à son animal, ou en tout cas d'étendre les plages horaires où il peut manger. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut être pratique de savoir que son animal a l'estomac relativement vide. Par exemple, si on fait du sport avec lui, eh bien, c'est conseillé de ne pas emmener son chien faire une séance de cani-VTT alors qu'il vient juste de manger tout son plat de croquettes. Mais on peut en tout cas éviter les conseils qui disent de laisser la gamelle que 10 minutes et après lui enlever. Ça peut être vraiment stressant. Mais on peut lui laisser peut-être 2 heures la gamelle au lieu de 10 minutes, par exemple. Oui, l'idée, c'est de laisser le choix au chien, en fait. De lui laisser la possibilité d'accéder aux ressources à peu près quand il le veut, en tout cas dans la limite du raisonnable. Exactement. Et puis, bien sûr, ça dépend de chaque animal, des problématiques. Donc, mettons un animal, si jamais vraiment il fait une grosse protection de ressources vis-à-vis de la nourriture et qu'on a des enfants en bas âge dans la maison, effectivement, on ne va pas laisser plein de gamelles de croquettes dans la maison. Ce serait complètement déraisonnable. Enfin, ce serait très dangereux. Par contre, il pourrait avoir sa propre pièce où il a ses croquettes et où les enfants ne peuvent pas rentrer dans cette pièce, par exemple. Ok. Donc là, on est parti directement à parler du chien, mais je sais que tu connais beaucoup d'études qui ont été réalisées chez d'autres espèces animales il y a quelques dizaines d'années et qui ont justement montré scientifiquement que la perte de contrôle était impactante de façon négative sur les animaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, juste pour préciser, ces études, effectivement, comme tu le dis, Laure, elles ont été faites il y a quelques dizaines d'années. À l'époque, il n'y avait pas encore de ce qu'on appelle le comité d'éthique. Donc, il y avait très peu de contrôle sur ce qu'on faisait aux animaux en termes justement de bien-être et de manipulation plus ou moins invasive. On le précise parce que ça peut être un peu choquant peut-être pour les auditeurs et auditrices. Donc, c'est pour ça qu'on vous explique que ça a été fait il y a longtemps et qu'on ne fait plus ça à l'heure actuelle, mais que malgré tout, ces études, elles sont importantes. Elles nous ont appris plein de choses. Exactement. Notamment, il y a les études de Seligman, qui a été un des premiers à s'intéresser à ces choses-là. Et donc, ce personnage, il a électrifié des harnais, en fait, qui étaient mis sur des chiens. Et les chiens, pour certains, avaient une sorte de contrôle sur les chocs électriques qu'ils recevaient. Donc, ils pouvaient appuyer sur un bouton pour faire cesser les chocs électriques. Et ce qui ressort de ces études, c'est qu'effectivement, les chiens qui ont du contrôle sur ces événements stressants, eh bien, ils vont pouvoir développer des stratégies adaptatives dans d'autres situations, alors que les animaux qui n'ont pas de contrôle et qui subissent complètement la situation sans pouvoir s'en sortir, eh bien, ça va diminuer les stratégies qu'ils vont pouvoir mettre en place dans des situations qui pourtant ne ressemblent pas du tout à la situation initiale. Par exemple, quand ces chiens qui étaient avec des harnais électrifiés, on les met dans des pièces qui ne ressemblent pas du tout à la première situation, c'est très différent. On les met dans des pièces où le parquet est électrifié pour la moitié de la pièce, eh bien ces chiens ils vont complètement se prostrer, ils vont même pas chercher de solution en fait. Ils vont
se laisser électrifier par le sol de la pièce et ils vont pas bouger. Alors que les chiens du deuxième groupe, ceux qui ont eu les petits boutons sur lesquels ils pouvaient appuyer pour faire cesser les chocs électriques, eux, ils vont explorer et ils vont essayer de trouver une solution. Et donc, ils vont finalement trouver la zone de la pièce qui n'est pas électrifiée pour faire donc diminuer ce stress. Et les mêmes études ont été faites sur les souris. Donc, on a par exemple des études qui ont consisté à comparer la taille d'ulcères de souris qui ont avant subi des chocs électriques, donc des chocs électriques qui étaient contrôlables pour certaines souris. Elles pouvaient, exactement comme les chiens, appuyer sur un petit bouton pour faire cesser les chocs. D'autres souris pouvaient être prévenues avant que les chocs arrivent, donc par une petite lumière. Il se trouve que les souris qui avaient soit du contrôle, soit de la prévisibilité sur ces chocs électriques avaient des ulcères moins importants que les souris qui n'étaient ni prévenues et qui n'avaient pas non plus de contrôle sur la situation. Tu peux juste peut-être préciser où étaient les ulcères ? Au niveau de l'estomac. Ouais, les ulcères gastriques, c'est un signe de stress qui est bien connu chez les souris et aussi chez les chevaux. C'est quelque chose de fréquent qu'on rencontre en médecine vétérinaire et en médecine du comportement. C'est vraiment un indicateur de stress. Et là, on est sur des animaux stressés, donc on en est à mesurer la taille de leurs ulcères. Donc, il y a une autre étude pareil, qui a été effectuée dans les années 70 sur des rats qui avaient le choix entre 2 bacs de cage. Donc, dans un des bacs de cage, il y avait des chocs électriques avec une petite lumière qui prévoyait ces chocs électriques. Et dans l'autre bac, les chocs n'étaient pas prévisibles. Il n'y avait pas de petite lumière. Et les rats ont, en grande majorité, choisi de se rendre dans la partie de la cage dans laquelle il y avait des lumières qui pouvaient prévenir l'arrivée de ces chocs. Donc, s'ils ont le choix, effectivement, les rats vont préférer un stress prévisible par rapport à un stress imprévisible. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces scientifiques ont ensuite augmenté la longueur des chocs, la durée de ces chocs, dans l'endroit où les chocs étaient prévisibles. En se disant, mais peut-être que les rats, ils vont préférer quand même des petits chocs non prévisibles à des grands chocs prévisibles. Eh bien non, les rats, ils préfèrent des chocs jusqu'à 9 fois plus longs si ces chocs sont signalés par une lumière par rapport à s'ils ne sont pas signalés par une lumière. Et à quoi est-ce qu'on attribue le fait que justement les rats préfèrent des chocs plus longs mais prévisibles ? Est-ce que ça veut dire qu'ils préfèrent avoir ces moments de stress et les moments prévisibles, ou est-ce qu'il faut s'intéresser plutôt à ce qui se passe entre les chocs ? Et bien, du coup, c'est une très bonne remarque, Mathilde, effectivement, parce qu'en fait, la conclusion de ces auteurs, c'est que ce qui est important, c'est que lorsque la lumière ne s'allume pas, eh bien, les rats sont bien plus détendus, en fait, et ça leur permet d'être stressés, mais qu'à des moments ponctuels, et d'être plus détendus le reste du temps. Donc, c'est vraiment des signaux, ce qu'on appelle des safety signals. En fait, quand il n'y a pas cette lumière, ça veut dire c'est bon, tout va bien, il ne va rien se passer. Alors évidemment, toutes ces histoires de choc électrique, ça nous donne forcément envie de rebondir sur un outil d'éducation, entre guillemets, dont on a déjà parlé dans Vétologie pour en dire tout le mal qu'on en pensait. C'est évidemment le collier électrique. Alors est-ce que du coup on peut un peu parler du collier électrique et à la lumière des études que tu viens d'évoquer ici ? Donc effectivement, le collier électrique, ça fait partie de ce qu'on appelle les punitions positives, donc l'ajout de quelque chose de désagréable ou de douloureux, qui vont avoir des impacts néfastes sur le bien-être du chien. Ça peut aussi augmenter l'agressivité, il y a des études qui vont dans ce sens-là. Et effectivement, d'autant plus si le chien n'arrive pas à faire de lien entre le choc électrique et des actions passées, c'est extrêmement stressant pour le chien. Parce que c'est imprévisible. Exactement, parce que la plupart du temps, les chiens ne comprennent pas pourquoi ils sont punis, en fait, tout simplement. Donc ça peut être effectivement très stressant, de la même manière que si on punit un chien parce qu'il a fait des bêtises lorsqu'il était tout seul, par exemple. Donc lorsqu'on rentre chez soi, on punit son chien. C'est extrêmement stressant pour le chien parce qu'il ne peut faire aucun lien entre ses actions passées et notre comportement à ce moment-là. Donc effectivement, l'idée, c'est pour améliorer le bien-être du chien, ça va être de diminuer tout ce qui va être complètement imprévisible pour lui, et notamment des choses stressantes. Et donc surtout le collier électrique, effectivement, c'est sûr, ça va complètement là-dedans. C'est douloureux, c'est stressant, c'est imprévisible. Donc effectivement, c'est pas quelque chose du tout de pertinent pour l'éducation, et puis encore moins pour le bien-être. Moi, en t'écoutant parler, je pensais à tous ces chiens anxieux qui ont très très peur, évidemment, quand ils se retrouvent tout seuls et isolés. Et en fait, c'est un peu la même situation pour eux, c'est-à-dire que l'événement désagréable pour eux, c'est la disparition de l'humain. Et pour certains, ils savent pas à quelle heure ça arrive, et surtout, ils savent pas quand ça va prendre fin. Donc ça aussi, on peut le voir comme une vraie perte de contrôle dans le quotidien du chien.
Oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça aussi que certains conseils qui consistent à partir alors que le chien regarde ailleurs et à vite partir sans faire de bruit, ça peut être des conseils qui vont être complètement défavorables au bien-être du chien en tout cas, et pas pertinents dans ce genre de situation. Ouais, donc il vaut mieux un safety signal dont tu parlais tout à l'heure et prévenir le chien qu'on va s'en aller. Toi, tu es d'accord avec ça ? Alors oui, mais bien sûr, il faut faire toute une phase de désensibilisation avant pour que le moment où on parte ne soit plus associé à quelque chose d'extrêmement stressant. Donc il faut recommencer par des toutes petites absences, par effectivement prendre ses clés, toucher la poignée et faire ça énormément de fois jusqu'à ce que le chien soit à l'aise avec ça. Mais heureusement, il y a des gens qui sont très bien formés là-dedans et qui... Comme tu nous le disais au début de cet épisode, le vétérinaire, la salle d'attente du vétérinaire, la salle de consultation du vétérinaire, tout ça, ce sont quand même des événements stressants pour nos chiens et nos chats. Comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux et que les animaux aient plus de contrôle et de prévisibilité dans ces moments-là ? Eh bien oui, effectivement. Mais alors, en fait, ça commence même à la maison. Pour tout ce qui va être des manipulations du quotidien, ça va être par exemple rien que mettre le harnais, effectivement brosser son animal, enlever une tique, couper les griffes, toutes ces choses-là, ça peut être vraiment extrêmement stressant pour nos animaux de compagnie. Je t'interromps, mais c'est vrai que le nombre de chiens qui n'aiment pas la mise du harnais et du collier, on les voit en fin de consultation, les gens s'approchent d'eux par le dessus, mettent le harnais, le chien détourne la tête. Clairement, il y a un vrai problème de toutes ces manipulations-là qui pourtant arrivent plusieurs fois par jour. En particulier les petits chiens qui sont très faciles à manipuler pour l'humain et qu'on peut prendre un peu dans tous les sens et qui se font prendre les pattes dans tous les sens. On en voit énormément pour qui la mise du harnais est très problématique. Oui, exactement. J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus sur quelqu'un qui expliquait comment mettre un harnais. Et donc, elle avait un tout petit chien. Et vraiment, le chien se faisait soulever, retourner, attraper les pattes. Il n'avait absolument aucun moyen de prédire quand est-ce que tout ça allait arriver. Il ne pouvait pas fuir. Il était vraiment complètement inhibé. Et ça arrive vraiment souvent. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement facile que d'apprendre à un animal, enfin pour la plupart des animaux en tout cas, sauf gros traumatisme derrière, mais pour la plupart c'est extrêmement facile de leur apprendre à venir mettre leur tête eux-mêmes à travers le collier, à travers le harnais, à travers une collerette, etc. Pour tout ce qui est des soins, après ça peut demander plus d'apprentissage, donc ça peut demander déjà une étape qu'on va appeler du contre-conditionnement classique, c'est-à-dire que l'animal qui a eu une mauvaise expérience avec son coupe-griffe, eh bien, il va falloir toute une période où on va lui apprendre en fait, que c'est génial quand le coupe-griffe apparaît. Pour ça, déjà, on peut tout simplement changer de coupe-griffe parce que si l'animal a eu des expériences négatives avec celui-là, ça va être plus compliqué par la suite. Donc, on peut trouver un nouveau coupe-griffe et habituer l'animal au fait que quand on sort quelque chose du tiroir ou de son dos, eh bien, c'est une super bonne nouvelle et c'est associé, par exemple, eh bien, à des petits morceaux de knacky qui arrivent directement dans sa bouche. Là, on parle des propriétaires et évidemment, ils ont un rôle énorme à jouer sur le chien dans leur quotidien, dans l'apprentissage des manipulations tôt, idéalement avant que les problèmes commencent. On va pas attendre que le chien fasse une otite pour se dire qu'il fallait peut-être le préparer à se faire nettoyer les oreilles. Quel conseil, toi, tu aurais à donner aux vétérinaires, aux ASV, pour améliorer justement leurs soins et être un peu plus dans le bien-être et dans la recherche, en tout cas, du bien-être pour leurs patients? Alors déjà, ce qui peut être mis en place, c'est quand les animaux sont tout petits, souvent ils sont complètement naïfs par rapport aux soins vétérinaires, par rapport à la clinique. Donc c'est le moment de créer le plus d'expériences positives possible. Donc ça peut être par exemple juste mettre un tapis de léchage avec de la pâtée sur la table de consultation. Et comme ça, l'animal est super content d'être là, il va manger sa pâtée frénétiquement, il va même pas se rendre compte qu'on est en train de le vacciner ou de regarder ses oreilles, etc. Ça peut être aussi de donner des friandises, de jouer avec lui, de créer du lien avant de commencer à le manipuler. Il y a aussi plein de choses qui peuvent être faites en termes de gradient de toucher, par exemple. On va commencer par toucher les zones qui ne sont pas sensibles et petit à petit, hop, on va arriver sur la zone un peu plus problématique, on fait vite le soin et on arrête, on joue tout de suite avec l'animal. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre l'animal le plus à l'aise possible et aussi de surveiller tous ces signaux de stress. Donc, les animaux, en fonction de leurs espèces, ont un langage qui permet de nous montrer en fait s'il est stressé ou pas. Et quand on connaît bien ce langage et ces différents niveaux de stress, ça permet de rapidement cesser une manipulation si on voit que le niveau de stress de l'animal augmente avant que ce soit trop tard. Donc par exemple, un chien qui va cesser de manger ses friandises préférées, c'est que vraiment là, il commence à être stressé et qu'il est temps d'arrêter la manipulation. Pareil, si jamais le chien ne veut plus faire ses petits tours qu'il a appris et qu'il fait d'habitude avec entrain, c'est pas qu'il est en train de défier son propriétaire, c'est que là, il commence vraiment à avoir peur et que ça commence à le bloquer.
Et à tous les vétérinaires et les ASV qui pourraient se dire que c'est une perte de temps et que dans une journée, c'est hyper chargé, on n'a pas le temps de faire tout ça. Je pense que c'est un frein quand même qu'on entend chez beaucoup de nos confrères et consoeurs et des assistantes vétérinaires. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça, à ceux qui disent « Ah, mais c'est trop long de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai trop de patients ». Eh bien, en fait, que c'est vraiment un investissement sur le long terme et qu'après, ils vont gagner en confort. Et puis, je pense que c'est vraiment plus sympa pour un vétérinaire ou des ASV de voir l'animal arriver trop content dans la clinique, de faire la fête à tout le monde, ou au moins un animal détendu, plutôt que de devoir se battre tous les jours avec les animaux pour devoir leur faire des manipulations simples. Puis vraiment, des fois, il suffit de pas grand-chose. Par exemple, mettre un sol antidérapant pour que les animaux, eh bien, justement, soient pas en train de se dire qu'ils vont perdre leur équilibre à chaque moment. Avoir effectivement des petits distributeurs à friandises, avoir une gamelle d'eau qui est présente, qui permet à l'animal de s'hydrater, toutes ces choses-là qui donnent un petit peu plus de contrôle à l'animal. Et qui coûtent pas grand-chose aux vétérinaires. Je sais, Margot, que toi, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de medical training, tu en fais en formation, tu le fais avec tes chiens. Donc, je sais qu'en medical training, on utilise un peu la notion de signaux de consentement et de signaux d'arrêt aussi pour interrompre le soin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce que tu fais et nous rappeler un peu l'intérêt, évidemment, de ces choses-là ? Oui, tout à fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que des premières étapes, déjà, ça va être de familiariser l'animal avec tous les outils qu'on va utiliser pour les soins et de leur donner des bonnes expériences avec ces outils-là. Et puis, en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à nos animaux des comportements pour qu'ils aient les compétences pour dire oui ou non en ce qui concerne les soins, les manipulations, etc. Et donc, on peut leur apprendre ce qu'on appelle des comportements feu vert. Et lorsque l'animal va effectuer ce comportement feu vert, eh bien, c'est qu'il est d'accord pour qu'on le soigne. Donc ça, c'est une première chose. Donc, le comportement feu vert, ça peut être, par exemple, eh bien, poser sa tête sur un petit coussin. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, lui regarder les oreilles, manipuler les pattes, etc. Mais si jamais l'animal relève la tête de son coussin, eh bien, on va respecter le contrat et on va exactement arrêter tout de suite de le toucher au moment où il lève la tête. Ça, ce sera son signal de feu rouge. Donc l'exemple que tu nous as donné, c'est le propriétaire à la maison qui fait ça avec son chien, mais nous, vétérinaires, on est bien d'accord qu'on ne peut pas mettre ça en place dans notre consultation comme ça directement. Alors effectivement, vous ne pouvez pas tout de suite apprendre à un chien des comportements feu vert, feu rouge en 15 minutes de consultation, ça c'est sûr. Par contre, ce qui peut être fait, c'est peut-être de la sensibilisation aux propriétaires. C'est peut-être aussi faire intervenir justement des gens qui sont formés là-dedans pour organiser des petites séances dans les cliniques dès que les chiots sont petits. Parce que plus c'est quelque chose qui est fait tôt, plus c'est facile. Mais effectivement, c'est vraiment un vrai travail du propriétaire de faire ça à la maison. Et puis, c'est vraiment très différent de, par exemple, brosser son chien ou de lui couper les griffes chez soi tranquillement en utilisant des techniques de soins coopératifs et d'arriver à faire une vraie séance chez le vétérinaire avec ces mêmes techniques. Donc, du coup, ça va vraiment demander un grand investissement de l'humain qui va devoir généraliser tout ça avec des humains inconnus, dans des lieux nouveaux, petit à petit à la clinique. Et puis, le vétérinaire, par contre, il va être vraiment un allié très important parce qu'il va pouvoir coopérer, du coup, avec nous là-dedans et nous aider à faire en sorte que notre animal il vive bien ce moment. Alors j'ai un exemple tout bête de feu vert que j'avais mis en place avec certains patients qui étaient heureusement qui s'y prêtaient et qui étaient facilement éducables, avec des propriétaires qui en plus avaient un peu de patience avec moi. Sur des chiots tout petits, je les laissais monter sur la table volontairement et j'arrêtais tout soin quand ils descendaient de la table. Donc évidemment, il faut une table qui monte et qui descend et qu'on laisse au plus bas. Mais ça marchait extrêmement bien et je me suis retrouvée avec des chiens qui, adultes, toléraient les soins et descendaient quand ils ne les toléraient plus. Et finalement, je respectais complètement leur consentement comme ça et ça a été de très très belles expériences de mon point de vue de vétérinaire. Donc vraiment, ça valait le coup de le faire. Donc ça, c'est un super exemple, Mathilde, c'est vraiment top. Ce qu'on peut faire aussi, tout bêtement, c'est au lieu de récompenser l'animal toujours sur place, on peut lui lancer des fois des friandises un petit peu plus loin et voir s'il a envie de revenir s'engager avec nous dans le soin pour coopérer avec nous. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça qui peuvent être faits. Faire vraiment des pauses, des petites pauses de jeu, éloigner l'animal pour voir s'il veut revenir de manière active. Et puis comme tu l'as fait, effectivement, s'il s'éloigne de lui-même, eh bien, ne pas lui courir après pour le plaquer au sol pour continuer le soin. Et aussi ne pas avoir peur en tant que vétérinaire de sédater en fait quand les soins sont trop douloureux et trop difficiles et qu'on risque juste de traumatiser le chien ou le chat et de ne plus jamais le voir revenir, quoi.
Oui, exactement. Ça fait vraiment partie de la gestion du stress, effectivement, de sédater un animal pour pas qu'il vive une expérience atroce. Et puis, ça permet aussi de pas briser tout l'entraînement qu'on fait en parallèle pour le réhabituer et puis pour essayer qu'il ait des associations positives avec le vétérinaire. Mais c'est possible, les associations positives avec le vétérinaire. Il y a des chiens qui viennent... Et qui sont contents. Et qui sont contents de venir et qui remontent sur la table à la fin et qui font des détours pour passer à la clinique. Moi, j'en connais des chiens comme ça. Donc, c'est pas un truc de bisounours qui n'existe que dans les livres. Ça, c'est vraiment possible d'obtenir ça avec un animal et c'est ce qui est souhaitable. En plus, quand on est vétérinaire, c'est hyper valorisant. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quand même des techniques qui sont employées dans des parcs zoologiques avec des animaux de plusieurs centaines de kilos avec des dents bien plus impressionnantes que nos chats ou nos chiens. Donc, c'est effectivement pas un truc de bisounours, comme tu dis, Laure, et c'est vraiment des vraies techniques qui permettent d'améliorer la coopération avec les animaux. Il y a une crainte qu'on peut avoir quand même, évidemment, qui est à mettre en lien avec les vieilles théories qu'on avait sur la relation avec le chien. Il y a quand même une part, je pense, de certaines personnes qui pourraient se dire « mais alors, c'est le chien qui décide ». Qu'est-ce que toi, tu dirais de ça ? Notamment quel impact ça peut avoir sur la relation humain-chien ? Est-ce que ça change quelque chose finalement ? Est-ce que le chien va devenir plus exigeant par exemple ? Alors plus exigeant, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'animal va avoir une meilleure confiance envers son humain parce qu'il va savoir que son humain ne va pas essayer de le piéger. Et j'ai eu plusieurs animaux comme ça en consultation qui avaient été piégés par le passé. C'est-à-dire les humains vont tendre une friandise, puis dès que l'animal, par exemple, a passé le pas de la porte, hop, on ferme la porte derrière lui, ou alors on tend la friandise à travers le harnais, et dès que le chien a à peine passé son museau, hop, vite, on lui met le harnais de force, etc. Donc ces animaux, ils vont devenir de plus en plus méfiants avec les humains, avec leur humain, et ils vont toujours penser qu'on est en train d'expérimenter un espèce de plan diabolique contre eux. Donc si au contraire on utilise tout ce qui va être comportement feu vert, feu rouge, respecter le choix de l'animal, eh bien on va avoir un animal qui va être beaucoup plus détendu avec nous et qui va moins craindre d'être piégé, donc qui va juste plus participer, plus coopérer. Donc je pense que ça peut vraiment avoir que des avantages. Et finalement, la fois où on aura peut-être besoin de le piéger parce qu'on aura un soin urgent à faire, etc., finalement, est-ce que ce ne sera pas moins grave pour le chien parce qu'il aura été prévenu toutes les autres fois et que cette fois-là, il aura été un peu stressé, mais qu'on aura une base très solide pour travailler ensuite ? Oui, exactement. Et puis alors l'idée, quand on doit faire effectivement un soin auquel l'animal n'est pas préparé, eh bien c'est surtout de ne pas lui mentir. C'est-à-dire on ne va pas sortir tout notre équipement de soins coopératifs pour finalement lui faire une prise de catch sur son tapis de soins. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, on peut par exemple aller dans une pièce où on n'emmène jamais notre chien pour vraiment faire ce soin dans cette pièce pour qu'il ne fasse pas d'association avec le reste de la maison par exemple. Puis on fait le soin et hop, après on le libère le plus vite possible et c'est fini. Ouais, donc que de la coopération et jamais de trahison. On respecte son consentement et ses limites. Exactement. En fait, dans la mesure du possible, on va vraiment essayer de lui donner les compétences pour qu'il puisse exprimer effectivement son consentement, ses limites, sans avoir besoin d'émettre des comportements intenses. Donc, un animal qui n'a pas les clés pour ça, en fait, ses moyens de dire non, ça va être par exemple de grogner, parfois de mordre. Alors que s'il peut dire non juste en relevant la tête d'un petit coussin, mais c'est tellement génial pour nous, ça permet d'éviter de se faire mordre, d'éviter d'avoir peur de notre animal, et puis ça permet à notre animal de pouvoir communiquer avec nous par des comportements bien plus fins que de devoir déployer tout leur attirail de menaces, etc. Autre témoignage, j'ai un jour fait une prise de sang à un chien qui était très compliqué. J'ai utilisé un tapis de léchage et de la pâtée. Et j'ai réussi à obtenir un tube de sang, même si le chien était pour le coup pas du tout préparé à ça en termes de soins coopératifs, mais on s'en est sorti. Et un de mes collègues est arrivé ensuite et m'a dit ah mais alors la prochaine fois que je lui fais une prise de sang à ce chien, il va essayer de me mordre parce que je ne lui aurais pas donné une boîte de pâté entière. On est d'accord que c'est pas du tout la réalité de ce qui se serait passé. Non, effectivement, non, parce que si le chien pense qu'il va y avoir de la pâtée, il va être dans un état émotionnel plutôt positif et ça va pas, a priori, le mettre en colère parce qu'il n'y a pas de pâté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une solution de pansement. C'est-à-dire, effectivement, quand l'animal n'est pas prêt et qu'il n'a pas appris à donner pleinement son consentement pour quelque chose, on va dire, eh bien, on peut essayer de faire en sorte qu'il associe quand même le moment à quelque chose de pas trop désagréable en mettant beaucoup de nourriture à disposition, par exemple, pendant qu'on fait le soin. Et bien sûr, si l'animal se retourne d'un coup ou arrête de manger, là, on sait que c'est pas le moment, on va arrêter. Et peut-être on va redonner un rendez-vous à la personne. Et puis cette fois, le chien il sera sédaté pour ce soin en particulier. Et dernière question, dans le quotidien des chiens, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour leur permettre d'avoir plus de contrôle sur l'environnement ?
eh bien, on peut faire en sorte que déjà qu'il se sente mieux chez lui. Donc, par exemple, si jamais on a un jardin, on peut mettre une trappe entre l'intérieur et l'extérieur pour que l'animal puisse accéder au jardin. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de danger, s'il risque pas d'aboyer sur les voitures, etc. Mais pour qu'il ait un endroit, qu'il ait un accès à l'extérieur pour faire ses besoins quand il le souhaite, par exemple. Donc ça lui permet d'avoir déjà un petit peu plus de contrôle là-dessus. On peut aussi lui offrir différentes zones de couchage qui vont être, par exemple, plus ou moins proches de... je ne sais pas si vous avez une cheminée, eh bien, il peut y avoir un lieu de couchage proche de la cheminée, un peu plus loin, comme ça l'animal il n'est pas obligé de sentir son sang bouillir proche de la cheminée parce que son seul panier est à côté de la cheminée. Donc il peut s'éloigner s'il a trop chaud. Il peut y avoir aussi des zones plus ou moins lumineuses, plus ou moins cachées, avec des petits rideaux, parce que si jamais notre chien il n'a plus très envie d'être soumis aux stimulations des humains, de voir les humains bouger, ben, il peut aller se coucher tranquillement. Donc rien que ça, déjà, c'est vachement chouette pour les chiens. On peut aussi leur donner accès à différents jouets et leur laisser à disposition. Comme ça, ils peuvent choisir les choses qu'ils peuvent ronger, par exemple. Et puis dans les manipulations quotidiennes, pour tout ce qui va être mise du harnais, mise du collier, mise de la laisse, eh bien, on peut demander à notre animal, par exemple, de venir sur un endroit précis pour mettre son harnais ou son collier. Puis s'il ne veut pas, ben, peut-être que c'est parce qu'il n'a pas envie de se balader à ce moment-là, par exemple. On peut aussi utiliser des mots spécifiques qui veulent dire là, on va te mettre à laisse, là, on va te raccrocher, là, on va te couper une griffe. Comme ça, l'animal est prévenu et ça ajoute donc un petit peu de prédictibilité à son environnement. D'ailleurs, ça marche aussi avec les chevaux. C'est des choses que je mets en pratique dans le quotidien de mon cheval. Donc, par exemple, je le préviens quand je lui mets son licol, je le préviens quand je vais le brosser, etc. Et en fait, tout ça, ça a ajouté un vrai confort et ça a diminué certains comportements indésirables que j'avais, du style mon cheval aimait beaucoup mâchouiller son licol et il ne le fait plus depuis que je le préviens. Donc, je confirme que c'est vraiment des choses qui fonctionnent et qui ont un réel intérêt et qui mettent vraiment 5 secondes à mettre en place. Oui, c'est un super exemple, effectivement. Aussi, par rapport au comportement un petit peu désagréable qu'on peut avoir avec les animaux, ça me fait penser donc à mâchouiller le licol, effectivement. Il peut y avoir aussi des fois des animaux qui vont vraiment quémander ou sauter pour avoir des friandises, si on utilise des friandises. Eh bien, on peut utiliser des marqueurs qui vont prévenir l'animal qu'il a de la nourriture qu'après un certain marqueur, comme un cliqueur ou un marqueur vocal. Et là, c'est pareil, ça peut augmenter un petit peu la prédictibilité. Donc, le chien sera moins frustré parce qu'il va vraiment savoir quand est-ce qu'il y a de la nourriture ou pas. Et pour nous, c'est avantageux parce qu'on diminue plein de comportements indésirables. Exactement. Ok, bah écoute Margot, il nous reste à te remercier, c'est un très bel épisode, une fois de plus une très jolie interview qui nous a apporté plein de choses. On espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages de prise de contrôle que vous avez donné à vos animaux, d'événements qui étaient imprévisibles et qui sont devenus prévisibles parce que vous avez donné cette possibilité à vos animaux. Et bien sûr, on vous retrouvera sur Instagram, sur notre page Vétologie ou par mail sur vétologie.podcast@gmail.com. Ouais, on a appris encore plein de choses aujourd'hui. Moi, ce que je me dis là, après avoir écouté Margot, c'est que ça peut être un peu difficile pour les humains parce qu'ils vont avoir l'impression de perdre le contrôle sur leur animal en faisant ça. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui va se passer parce qu'on va être dans la coopération et dans le consentement. Et c'est tellement plus agréable de créer une relation comme ça avec son animal, quel qu'il soit. On a parlé des chiens et des chevaux, mais évidemment, c'est possible avec plein d'autres espèces, y compris des animaux en captivité dans les zoos. C'est vrai qu'ils font ça. Quand on voit des prises de sang sur les tigres dans les zoos, moi, ça m'impressionne toujours. Et c'est ce que je dis aux gens quand on doit faire une prise de sang sur leur chat. Je leur dis, vous savez, ils y arrivent dans les zoos, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire nous. Voilà, donc c'était vraiment un épisode où on a appris plein de choses. Et merci encore à Margot d'avoir accepté de venir à notre micro. Et puis surtout, abonnez-vous.